Donc on poursuit effectivement autour de cette thématique cinéma, fiction télé et prestations VFX. Lorsqu'on a lancé le Paris CFX il y a déjà quelques années, comme je le rappelais tout à l'heure, ou le Paris Image Digital Summit, une de nos ambitions ou objectifs, c'était justement de faire prendre conscience aux ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, à savoir les producteurs, d'une certaine manière les réalisateurs ou les diffuseurs, qui avaient un intérêt à s'intéresser justement aux univers du numérique, et que ces univers-là pouvaient à la fois permettre d'améliorer la créativité, de repenser les contenus, que ça pouvait être également une source d'économie, et qu'il y avait intérêt à avoir en tout cas un dialogue, une réflexion plus approfondie entre deux univers qui travaillent évidemment ensemble, l'industrie et ceux qui initient en amont les contenus. Et finalement, ce qui pourrait paraître une évidence, à savoir que voilà, on fait un film et l'ensemble des acteurs de cette production doivent travailler main dans la main pour faire la meilleure œuvre possible. Finalement, dans les faits, pour des raisons diverses, les choses sont souvent assez différentes. Voilà, donc comment, on l'a appelé, donc comment repenser les règles du jeu, comment entre les gens de la production, les réalisateurs et la société des effets visuels, on peut améliorer à la fois le dialogue et le processus de création. Pour répondre à ces différentes questions, j'ai invité Gilles Gaillard. Donc Gilles Gaillard est à la fois vice-président de la FICA, mais surtout c'est le directeur de Microstimos, directeur général, maintenant directeur général également du département post-production de Technicolor France. Dante Dessart est à la fois réalisateur, producteur, également président de l'ARP. Voilà. Et enfin, Jean-Charles Lévy de Forecast Pictures, producteur. Et Jean-Charles a notamment travaillé sur de nombreuses productions internationales. Il s'est un peu spécialisé à la fois dans les productions de langue anglaise, mais avec justement des coproductions internationales. Donc c'est intéressant aussi d'avoir le retour de Jean-Charles, où on doit à la fois jongler avec des impératifs et des nécessités de financement, qui vont avoir des décisions ensuite pendant la production et la post-production. Voilà comment ça se passe dans les faits. Voilà, donc je vais faire ça un petit peu moins. Je vais commencer par donner la parole à Gilles, parce que on va commencer par la partie prestation. Alors finalement, c'est pas si évident de pouvoir réunir à une même table un producteur, un réalisateur et les gens de l'industrie plus largement, que je appellerais post-production. Bon, nous on traite des effets visuels, mais on peut ramener le débat autour aussi également de la post-production. Depuis quelques années, évidemment, le secteur a subi de nombreuses mutations, des grandes difficultés. Voilà, les cartes ont été rabattues dans le monde entier et évidemment en France, avec évidemment une concentration du secteur, certaines sociétés qui ont disparu. En même temps, à côté de ça, un émiettement avec beaucoup de petites sociétés de post-production. Donc il a fallu évidemment s'adapter à cette donne, sans compter le contexte d'une concurrence internationale très très forte, avec les différents crédits d'impôt dans le monde entier. Et voilà, et donc il a fallu s'adapter. Et Gilles, à la fois en tant que vice-président FICAM, ou avoir une vision un peu globale de l'activité, mais aussi par rapport à ton expérience personnelle. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir justement à travers cette manière où il faut jongler avec les différents crédits d'impôt, les différentes sources de financement, les coproductions, comment aujourd'hui Microsimage et le secteur plus largement, vous souhaitez faire évoluer les relations avec les producteurs. Et est-ce que justement, parce qu'on avait jusqu'à présent un peu des difficultés de dialogue, c'était un petit peu le maillon faible, le secteur de la post-production, comment justement arriver à reprendre la main et à développer le dialogue pour justement que ça soit bénéfique pour l'ensemble de la filière, c'est-à-dire la filière pour la post-production, mais également pour le producteur et le réalisateur, c'est-à-dire économiser de l'argent grâce aux effets visuels et avoir une meilleure production value pour le producteur et aussi pour le réalisateur. Voilà. Normalement, c'est... Merci. Normalement, il ne faut pas que je commence à parler en premier pour ça, parce qu'il faut qu'il y ait une idée, qu'il y ait un producteur. C'est la Mais logique. c'était plus pour un retour d'expérience de tes relations, Oui. justement, et la manière dont ça devrait se passer, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe aussi en amont, ce qui n'est pas souvent le cas. Voilà. Les relations sont bonnes, merci.
Je pense qu'on a vécu dans les 7-8 dernières années beaucoup de transformations technologiques, mais aussi une évolution dans le financement des projets de cinéma, avec un certain nombre de règles du jeu qui se sont modifiées en France, qui se sont modifiées dans les pays voisins, la Belgique, le Luxembourg, l'Angleterre. Dans notre développement de Micros, et c'est vrai aussi pour Technicolor, je pense, le premier développement à l'international a été avant tout défensif. On avait envie d'accompagner les créateurs, on avait envie de les aider à raconter des histoires, on avait envie qu'ils puissent avoir des projets ambitieux. Et on s'est aperçu que si on restait uniquement sur notre territoire, on manquait de financement pour ça. Et il se trouvait que ces métiers-là, jusqu'à présent, sont évidemment très soutenus à l'étranger aussi. Et donc, pour certains territoires, lorsqu'on s'est implanté en Belgique, par exemple, on l'a fait aussi parce qu'il y avait une communauté moins abondante qu'en France, qui avait au moment où on l'a fait en 2010, des savoir-faire moins élaborés que ceux qu'on avait. Et on s'est dit qu'on voulait accompagner les créateurs. C'est comme ça qu'on a commencé, nous. Et maintenant, c'est vrai que, surtout en ce moment, avec les vœux que nous avons reçus lundi dernier, une attention très particulière qui est donnée aux effets spéciaux. Et c'est tant mieux. Je pense que c'est un métier qui apporte beaucoup de valeur ajoutée. J'ai vu un graphiste qui a fait un très très joli travail en ligne où il a repris les posters des blockbusters américains et il a enlevé les trucages sur le... Il y a des posters qui sont vachement marrants à voir sur les trucages. Donc voilà, à nouveau, si on apporte de la valeur ajoutée, on a envie effectivement de pouvoir avoir un travail qui est reconnu. Donc c'est important qu'il soit reconnu par la tutelle, et c'est bien que la tutelle s'y intéresse, le CNC en l'occurrence. Mais c'est aussi, on doit y être attentif parce que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé les mécanismes de financement en restant en France, je dirais, pour pouvoir financer des projets particulièrement ambitieux. Et lorsque nous, on accompagne des projets, je prends un projet d'animation par exemple, au Canada, il y va aussi parce que le relais des crédits d'impôt qui existent au Canada était jusqu'à présent extrêmement fort. Alors on est tous extrêmement attentifs de l'évolution du crédit d'impôt en France et on pense que c'est un vrai moteur de la relocalisation. On voit que l'énergie de localisation reste forte. Il y aura très bientôt une publication de la FICAM, ou je ne sais pas si elle a eu lieu ce matin, j'ai vu Jean-Yves tout à l'heure. Jean-Yves est là, éventuellement voilà. il pourra passer la parole peut-être pour faire un petit... Bientôt. Et vous verrez que le taux de délocalisation... Alors je laisse le scoop pour demain, mais si on a une bonne reprise de l'activité de production, généralement en France, ça s'est aussi traduit par un niveau d'export qui est extrêmement important, et particulièrement dans le métier des effets spéciaux. Après, structurellement, je pense qu'on est dans un virage assez intéressant de nos métiers, puisqu'il y a d'un côté le fait que les barrières à l'entrée se sont effondrées. Il y a beaucoup de métiers de post-production et de fabrication d'effets spéciaux qui peuvent être faits sur un iPhone. J'ai dit une marque, sur un téléphone portable, un smartphone. Mais il reste un autre aspect de notre métier, c'est que c'est un métier capital intensif. C'est-à-dire que c'est quand même un sacré pari, on met beaucoup d'argent au départ. Et moi, je pense qu'il restera un espace pour des sociétés de taille significative, raison pour laquelle nous, on participe à la concentration. Parce que ce que la concentration permet de faire, c'est beaucoup de jours hommes en peu de temps. C'est ça notre savoir-faire clé, en fait, c'est de pouvoir rassembler beaucoup de talents. Et je ne sais pas s'il y en a ici, je le souhaite, ce serait super, ou des futurs. Et d'arriver à les faire travailler de manière à ce que 100 jours hommes ne soient pas produits en 100 jours, mais qu'ils soient plutôt produits en 10 jours, voire en 2. Et ça, quand on a un emprunt qui court, c'est significatif. Et puis un autre aspect aussi, c'est que c'est un métier particulier, celui sur lequel on travaille. C'est-à-dire que la valeur au départ du projet, qui est l'idée, elle est très difficile à valoriser. Et d'ailleurs, les spectateurs ont tendance à penser que tant qu'ils n'ont pas vu des choses, c'est pas grand-chose. Ça vaut à peu près rien. Et ce qui est encore pire, c'est qu'après avoir vu un film, dans peut-être 80% des cas, les spectateurs considèrent que ça vaut encore rien. C'est horrible. Et nous, on travaille pour les 20% où on pense que ça vaut quelque chose et qu'en plus, les gens en sortent changés.
Mais c'est un espèce une équation économique difficile, mais qui fait que on travaille beaucoup sur un métier de réputation. C'est-à-dire que finalement, on vous confiera un projet, et puis si vous avez réussi à le faire, et on aura tendance à vous confier un peu toujours le même genre de projet. Et l'idée de fonder une communauté ou d'avoir des groupes qui puissent avoir des équipes un peu solides, c'est précisément de dire on peut faire plusieurs choses, on peut vous aider à passer d'un projet ou à un autre, et du coup on peut apporter au projet un petit peu de la réputation de ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent, de manière à vous aider à construire vos projets. Et donc ça, c'est une valeur ajoutée qui est essentielle pendant la constitution des projets, avant la constitution des projets. C'est-à-dire que c'est important de pouvoir dire ton projet il m'intéresse, j'ai vraiment envie de pouvoir t'accompagner, et que ça ait une force si on arrive à le faire, si on a une belle marque et une belle réputation. Et évidemment, lorsque le projet est un succès, tout ça est extrêmement vertueux et on peut s'accompagner les uns les autres. Donc voilà, j'ai fait un tour d'horizon un peu rapide, mais... Non, c'était intéressant parce qu'effectivement, il y a des enjeux économiques importants qu'on ne peut pas nier et qui existent. Et puis après, il y a des réflexions, on y reviendra tout à l'heure, notamment avec Dante, sur la manière de collaborer, au-delà des problématiques de crédit d'impôt, de coproduction. Effectivement, dans le cadre d'une coproduction, on est amené à faire une partie du travail sur un territoire, donc on doit faire des choix. Donc c'est pas forcément la volonté du réalisateur, mais malheureusement, voilà, c'est aussi une industrie et d'économie. Mais il y a également cette histoire d'organisation de production. On a fait plusieurs conférences justement sur ces sujets-là. On avait une notamment qui était bref, on verra ça en post-production, où il y avait tendance à considérer que la personne qui faisait les effets visuels était là pour débrouiller tout un tas de problèmes en fin de processus, et que voilà, et on continuait à organiser le tournage comme on le faisait depuis un demi-siècle. Et donc c'était aussi de réfléchir en termes d'éducation, comment on peut, au-delà des contraintes économiques, mieux organiser les productions et que les superviseurs VFX, que les sociétés d'effets visuels soient des vrais partenaires artistiques, comme le disait tout à l'heure Gilles. Je vais passer la parole à Jean-Charles, parce on va parler peut-être plus du volet effectivement financement, coproduction, et après on parlera de la partie plus organisation. Mais effectivement, Jean-Charles, tu es amené, toi, à jongler avec les coproductions, bon, à la fois parce que c'est des sujets et des productions en langue anglaise, avec des castings internationaux. Et puis, parfois, c'est également des budgets importants, donc il faut aller chercher l'argent dans différents territoires. Justement, comment tu arrives ensuite à faire la bonne symbiose entre des contraintes fortes au niveau de la production et puis après de trouver les bons partenaires artistiques qui vont accompagner ton projet? Alors, on a essayé de régler le problème simplement, c'est-à-dire qu'effectivement, on se localise là où c'est le plus intéressant pour le film. Donc effectivement, c'est pas très bien pour les industries françaises. En l'occurrence, sur notre dernier film, qui est un film qui se passe entre les États-Unis et Berlin, puisque c'est sur les Jeux Olympiques de Berlin de 1936 et les 3 années avant l'entraînement d'un grand champion américain. On a choisi de le faire entre le Canada et l'Allemagne. Et du coup, effectivement, on a délocalisé tous les effets spéciaux au Canada. Et donc, on a à peu près 20% du budget qui est parti en effets spéciaux. Donc, c'est un budget à 35 millions de dollars. Donc, c'est un gros budget. Mais effectivement, on n'avait pas le choix, puisque pour pouvoir monter ce film, qui était un gros budget, sur une histoire qui était une histoire assez compliquée au départ à vendre aux investisseurs, aux vendeurs internationaux, etc., on a été obligé de le structurer comme une structure entre l'Allemagne et le Canada. Et donc, par des contraintes de dépenses, on était obligé effectivement de dépenser de l'argent au Canada. Plus, c'est vrai qu'au final, je regardais hier l'économie globale, on a quand même eu sur les effets spéciaux 45% de crédit d'impôt au Canada en moyenne, ce qui est assez significatif et qu'on n'aurait jamais eu en France. Donc on a décidé effectivement de le faire au Canada. Moi, mon métier, c'est d'essayer de donner une fois que j'ai choisi un projet, c'est de donner les moyens au réalisateur de vivre son rêve et de faire partager sa vision aux spectateurs. Et sur ce film, effectivement, comme il y a des foules dans les stades, puisqu'on se retrouve au stade olympique de Berlin en 1936 pendant les Jeux Olympiques, donc on a 100 000 personnes dans le stade, et qu'on pouvait évidemment pas avoir 100 000 personnes, ni reconstituer le stade olympique tel qu'il était à l'époque.
On a été obligé d'utiliser les effets spéciaux, mais on en a fait une vertu pour le film, puisqu'on l'a utilisé en fait dès le tout début de la conception du film. Pierre-Emmanuel, qui est là, qui a fait les storyboards, on a été témoin, c'est-à-dire que dès le début, on a commencé les tout premiers repérages et la fin de l'écriture du scénario avec les techniciens des effets spéciaux qui sont venus avec nous, qui ont participé à tous les repérages, qui étaient après ça pendant tout le temps du tournage du film. Et on avait la chance d'avoir un réalisateur qui ne changeait pas d'avis régulièrement. Donc on avait bien préparé, et du coup, effectivement, il y a une vraie collaboration avec la boîte d'effets spéciaux, et on a pu optimiser et utiliser les effets spéciaux comme un outil qui donnait, très vertueux, qui a donné vraiment beaucoup de production value au film. Et on s'est retrouvé dans une situation où on n'a pas demandé à la fin du film, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on n'est pas venu en disant voilà ce qu'il faut faire, allez-y, parce que ça n'aurait pas été possible dans le temps qui nous était imparti. Mais on a pu effectivement avoir un vrai travail collaboratif avec les gens des effets spéciaux, et ça a permis effectivement de donner de la production value au film. Très bien. Donc effectivement, il y avait les deux couches, si je puis dire. Le fait de bien préparer son projet en amont et de collaborer très tôt avec les sociétés d'effets visuels, ce qui reste malgré tout étonnamment encore une exception. En tout cas, c'est pas quelque chose ça devrait être finalement quelque chose d'évident, mais ça ne l'est pas vraiment. Alors, je sais pas, il y a peut-être d'autres expériences. C'est pas passé comme ça. L'explication de ça, c'est aussi parce qu'on a pris un réalisateur qui était un réalisateur anglo-saxon, qui avait l'habitude d'utiliser les effets spéciaux et qui donc ne voyait pas ça comme une contrainte, mais voyait ça comme un vrai outil d'amélioration du film. Alors justement, comment expliquer, alors je me tourne globalement à la fois à Gilles, Dante et Jean-Charles, mais peut-être que Dante peut me dire quelques mots, parce que, alors Dante, justement, je ne peux pas préciser, mais tout à l'heure, est également le réalisateur du téléfilm qu'on a vu avec la Compagnie générale des effets visuels, le Passe-Muraille, mais également tu as travaillé sur des productions très différentes, des productions avec des petits budgets, que parfois tu as produit toi-même, des productions, on va dire, plus classiques, donc tu as été amené à voir différents types de productions, et on a le sentiment en France que finalement les producteurs soit connaissent très mal, voire pas du tout les effets visuels, en tout cas la manière dont ils peuvent les utiliser, et les producteurs s'intéressent assez peu à ces questions-là, encore une fois, sauf quelques exceptions. Est-ce que tu confirmes ça, et quel est ton point de vue sur ça ? Faut pas généraliser. Je pense que c'est comme partout. Il y en a qui sont très au fait des choses et d'autres non. En ce qui me concerne, moi, sur mon expérience sur le Passe-Muraille, j'avais déjà, moi, fait des effets spéciaux, surtout quand je faisais de la publicité, il y a quelques années de ça, à une époque où ça coûtait beaucoup plus cher, où c'était beaucoup plus long. Et là, j'ai travaillé avec une production, Les Films du Poisson, qui n'en avait absolument jamais fait, ou alors très très peu. Donc, effectivement, c'était très pédagogique et très intéressant, parce que mon film Le Passe-Muraille, l'effet spécial, il est carrément dans le titre du film. Hein. C'est Le Passe-Muraille, c'est l'histoire d'un mec qui découvre à l'âge de 45 ans qu'il peut traverser les murs. C'est notre seul super-héros français de patrimoine, en plus. Donc, et moi, je faisais une adaptation contemporaine. C'est une nouvelle qui a été écrite dans les années 40, et j'ai voulu l'adapter de nos jours. Avec un budget ridicule, au regard des 35 millions de dollars, c'est un budget de 1 800 000 euros Arte. Arte donnant moins que ça. Hors tout, le film a coûté 1 800 000 euros. Donc on doit se poser des questions quand on a cet effet au centre et qu'on ne veut pas décevoir, parce que voilà, la promesse est forte. Donc elle est en partie remplie par le scénario, c'est-à-dire que il y a une phrase que j'aime bien, c'est Marcel Aimé, c'est l'auteur que j'ai adapté. Je crois que c'est Cocteau qui disait de Marcel Aimé que chez Marcel Aimé, on entrait dans le fantastique comme dans un café. Et c'était cette idée-là que je voulais donner, c'est-à-dire travailler sur justement la quotidienneté et le réalisme de quelque chose qui n'est ni quotidien ni réaliste, puisque c'est l'histoire d'un mec qui traverse les murs. Comment, la question que je me pose parfois dans le film, c'est comment on peut marcher dans son appartement quand on n'a plus besoin d'emprunter les portes, par exemple. Donc des choses très quotidiennes, des choses qui sont le contraire d'un blockbuster de super-héros, évidemment. C'est un super-héros normal, c'est un super anti-héros. Donc une fois qu'on a dit ça, on doit travailler sur la simplicité, sur le réalisme. Et l'effet spécial, parce que là je vais rentrer dans un truc un peu technique, c'est que du coup, évidemment, moi j'ai été voir dans les films de super-héros ou autres, les traversées de murs, parce que ça existe depuis longtemps, mais dans les plus récents, dans Harry Potter, quand il traverse le pilier dans la gare,
qui change de monde en réalité. Dans X-Men, où il y a des effets de traversée de mur aussi, ça se passe toujours invariablement dans la rapidité. Ça va vite. C'est-à-dire que en fait, ça se passe sur 2-3 images, et c'est comme ça qu'on fait la blague. Donc il y a plusieurs façons de faire la blague, et quand on fait image par image, on voit qu'en fait, c'est assez pauvre, et c'est assez simple comme effet. Donc moi, mon problème, c'est que j'ai 70 ou 80 traversées de mur et de matière, par ailleurs, dans le film, et que parfois ça se passe lentement, voire très lentement. Et c'est là que le problème se pose, évidemment, et c'est là que, très en amont, avec la Compagnie générale des effets visuels, on s'est posé les questions, c'est-à-dire comment, plan par plan, on va résoudre tel problème, parce que parfois c'est rapide, parfois c'est lent. Quand c'est lent, quel angle, comment ça doit être payant ou pas, parce que parfois il ne fallait pas que ce soit payant, au contraire. Donc tout ça, évidemment, c'est de l'écriture, au même titre que l'écriture du scénario lui-même. Donc c'est ce qui nous a permis en fait d'arriver à quelque chose d'assez satisfaisant, je crois, dans un budget tout petit. C'est que tout était pensé et qu'on s'est interdit des choses. Par exemple, on s'est interdit d'utiliser la 3D. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les mains, la tête de Denis Podalides n'a été numérisée, et à aucun moment, les murs ne l'ont été non plus. C'est-à-dire qu'on était presque dans un principe à la Méliès, pas exactement quand même, parce qu'il y a les histoires de déformation de matière. Parce qu'une autre question que je me suis posée, qu'on s'est posée ensemble, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe quand on traverse le mur? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est sa matière à lui qui devient un petit peu immatérielle, ou est-ce qu'il agit sur la matière qu'il traverse? Et j'ai choisi qu'il agisse sur la matière qu'il traverse, et donc qu'elle devienne un peu molle. Alors ensuite, il faut doser cette mollesse. Si c'est trop mou, ça fait effet vidéo pourri. C'est-à-dire que ça fait, vous savez, comme quand vous appuyez sur un bouton pour faire un effet de liquide parfois. Vous voyez, on voit tout de suite le truc. Si c'est pas assez, c'est pas assez. Il faut créer un petit effet de sablage, il faut maîtriser l'ombre. Alors tout ça, évidemment, les sociétés d'effets spéciaux sont très familières de ça. Et parfois, les réalisateurs le sont moins. Alors, moi, j'avais un peu travaillé sur des choses comme ça quand je faisais de la pub, mais ça n'a rien à voir avec une narration globale. Et ensuite, quand on rentre dans l'aspect financier de la chose, parce que même si on n'est que réalisateur, on doit s'en préoccuper, parce que voilà, on n'est pas un pur esprit devant son tableau, on n'est pas un peintre devant sa toile, un compositeur devant son papier, on a une industrie autour de nous, etc. Donc, on a cette responsabilité. C'était intéressant de voir quel était le meilleur compromis par rapport aux moyens dont on disposait. Et je pense qu'on a réussi à l'optimiser sur ce film-là. Voilà, moi c'est le sentiment que j'ai. Je suis très content de la collaboration, qui n'était pas une collaboration de prestation de service. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, et ce que tu disais aussi, Anne, hein, c'est que je pense qu'il ne faut pas considérer les compagnies d'effets visuels comme de simples prestataires de services, ou alors peut-être dans du flux peut-être, évidemment, on a besoin d'un truc, ils savent faire, etc. On est quand même dans une économie de prototype, et souvent, l'effet spécial est un prototype. Et donc, il doit y avoir un travail entre le réalisateur, le dire de prod, les gens des effets spéciaux, avec peut-être quelqu'un dédié à tel effet, quelqu'un d'autre plus spécialiste de tel autre type d'effet, et il y a moyen, effectivement, d'optimiser les coûts et de faire mieux qu'avant, de manière plus intelligente aujourd'hui. Et en France, on a vraiment de très bons spécialistes, voilà, dont tu fais partie évidemment, mais voilà, il y a 4-5 boîtes qui sont vraiment de niveau mondial en France, quoi, faut le savoir. Puis il y a des collaborations artistiques, on parle souvent des collaborations entre un chef opérateur et un réalisateur, et on a aussi la même chose parfois pour les effets visuels. En France, notamment Jean-Pierre Jeunet et Alain Carceau qui travaillent ensemble depuis plus de 20 ans. Donc il y a aussi effectivement ce que tu disais, Dante, l'idée qu'une société d'effets visuels, un superviseur VFX va apporter évidemment une plus-value créative, va réfléchir avec le metteur en scène, la production en amont, comment trouver la bonne solution. Et évidemment, on a vu tout à l'heure justement l'étude de cas du Passe-Muraille, et effectivement l'enjeu de production qui était de réaliser ces effets, qu'ils soient réussis, crédibles, et dans un budget effectivement qui était assez resserré. J'aimerais qu'on évoque aussi ce qui se passe finalement dans 70%, 80% de la production française. Il y a beaucoup finalement d'effets dits invisibles, c'est-à-dire simplement qui vont permettre à la fois d'améliorer l'image. Il y a une scène assez intéressante, je pense à ça, je me tourne vers Gilles, parce qu'il y a la séquence de Deepan finale où il y a plusieurs techniques qui se mélangent, mais c'est des scènes
qui par ailleurs ont été prévisés. Donc il y a un gros travail sur une séquence où quand on la regarde comme ça au cinéma, on peut penser que ça a été fait avec des effets spéciaux plutôt plateaux, et on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup d'effets numériques, et donc des effets invisibles. Et puis après, sur des films où simplement on va améliorer les décors, on a eu le cas d'une série de télé là tout à l'heure avec Au service de la France, et justement, est-ce qu'aujourd'hui les réalisateurs, les producteurs ont conscience de toutes ce que peut apporter justement les effets visuels, les effets visuels? Alors, je peux répondre premier, mais je pense que oui. Je pense que cette culture se diffuse. Après, je pense que on travaille les uns et les autres avec notre histoire et puis contre notre histoire aussi. Pendant très très longtemps, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les effets spéciaux étaient boudés sur les tournages, c'est que c'était compliqué. Tu vois, tout ce que tu disais sur régler la finesse, c'est nous, quand on reçoit un réalisateur, la première question qu'on se pose, c'est on essaie de sentir vers quel dispositif il a envie d'aller. Le cas de Audiard est très intéressant parce que lui, il précise vraiment le dispositif qu'il va accepter sur le plateau. Et il a défini avec Cédric Fayol, qui s'occupait des effets spéciaux, il a défini les règles du jeu. Je ne veux pas m'arrêter, je veux pouvoir tourner, je ne veux pas qu'il y ait des cibles partout, je ne veux pas que, etc. Et donc tout ça, ça fait un cahier des charges où on est obligé, comme Méliès, de se dire comment on va faire pour tenir compte de ce faisceau-là. Et c'est vrai que on est sorti un peu de l'approche systématique où on disait on met un fond vert et ça va marcher, on met des trackers et ça va marcher. Et je pense qu'il y a beaucoup d'innovations sur tout ce qui est justement de la saisie d'appareils, du tracking. Nous, on fait pas mal de R&D aussi sur la reconstitution d'espace, qui font évoluer le dispositif, qui le rendent plus souple et qui nous permettent de se comporter différemment dans le tournage. Et après, sur ce que tu disais sur les aspects invisibles, en fait, c'est marrant parce que on sait, nous, que tout le monde sait que le projet de faire du cinéma, c'est de reconstituer une continuité. Et la réalité, c'est qu'elle est un peu magique, quoi. Enfin, à tourner 15 plans par jour, et qu'à la fin, ça fasse 80 minutes dont on a une sensation de continuité, c'est évidemment ça passe par des astuces. Et les effets spéciaux font partie de ces astuces-là, comme l'étalonnage, comme les raccords au son, comme les bruitages, comme les post-synchro, etc., etc. Et c'est un outil en plus. À ce titre-là, c'est là pour assurer cette continuité. Et c'est ça qui est marrant. Et surtout quand la continuité est totalement artificielle. Par exemple, la séance de fin de Dipan, on ne sait pas quel est vraiment son temps. Le brouillard, il est là pour perturber cette notion du temps. C'est assez marrant pour ça. Alors, moi, ça m'amène à une réflexion par rapport effectivement au titre de la conférence, de la table ronde. C'est qu'effectivement, moi, en tant que producteur, je suis plus amené sur les effets spéciaux par les réalisateurs et par les problématiques des films, effectivement, où on cherche des solutions au fur et à mesure pour optimiser les coûts et puis pour permettre de donner de la créativité aux réalisateurs. Mais c'est vrai qu'en réfléchissant, il y a peut-être un truc qui manque, moi en tant que producteur et peut-être à d'autres producteurs, c'est effectivement, vous avez une industrie qui évolue tout le temps, avec des outils et des solutions qui évoluent tout le temps et qui peuvent nous servir, et on le voit au fur et à mesure quand on se pose la question sur des cas pratiques. Mais peut-être que 2 fois par an, il pourrait y avoir un intérêt pour nous à avoir une espèce de masterclass. Faut venir à Enghien. C'est ici, en fait, que ça se passe. Qui nous explique plus en détail dans les modalités et dans les avancées technologiques ce qu'on peut faire et comment on peut le faire par rapport dans le temps, pour que nous, on soit au jour et qu'on soit effectivement à niveau et qu'on ait plus de facilité à être leader et à nous proposer les solutions aux réalisateurs plutôt que ça vienne de l'équipe du réalisateur et du directeur de la photo. Alors, je pense que nous, on passe beaucoup de temps à entretenir notre relation avec les producteurs, qui sont des gens avec qui on travaille pendant longtemps, etc., pour pouvoir partager ça. Après, sur les aspects, il y a des aspects compétitifs. On ne va pas faire que les fleurs bleues. C'est vrai que si moi, j'arrive à faire un stade rempli et que ce soit moins coûteux, je vais pouvoir vous offrir une solution pour que le projet ne bloque pas à cet endroit-là. Et ces mes petits copains ont du plus de mal à le faire, et j'ai pas forcément envie de le mettre sur la place publique. Donc les tricks ou les astuces qu'on utilise, les développements qu'on fait, on a plutôt tendance à essayer de les garder dans la relation de long terme qu'on peut construire avec
les gens qui s'intéressent à nos métiers, et qui pensent que c'est un levier. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on l'a fait, honnêtement, c'est une relation de long terme et le bénéfice est absolument mutuel. Donc nous, on adore que les gens viennent nous expliquer ce qu'ils pensent infaisable. Et je me rappelle par exemple d'avoir dépouillé des scénarios et on avait mis en place, c'est toujours le cas, on met en place une espèce de grille de couleurs sans parler d'argent, juste en disant bah voilà le nombre de jours hommes qu'il faut consacrer à chacun des plans. Et naturellement, ça fait sortir qu'il y a une séquence là, en fait, elle coûte extrêmement cher et on peut en parler en nombre de temps. Hein, et on peut en parler, mais du coup, avec le producteur, on s'aperçoit que en fait, ça pourrait se passer ailleurs et ce serait quand même juste, hop, le truc repasserait en vert. Donc, mais c'est pas que avec le producteur, ça, il faut que ce soit aussi avec le réalisateur. Enfin, parce que pour être clair, les seules économies sont créatives. Je ne connais pas d'économies. On a des astuces techniques, on peut optimiser, on innove, donc on arrive à être plus productif. Mais les vraies astuces sont créatives. Surtout que le coût n'est pas forcément là où on croit. C'est-à-dire que pour compléter ce que tu viens de dire, moi, dans le cas précis du Passe-Muraille, à un moment, évidemment, on approchait du tournage, et puis ça coinçait un tout petit peu par rapport à l'enveloppe. Et du coup, j'ai dit qu'on me donne la liste des effets, avec le coût de chaque effet estimé, parce qu'évidemment c'est une estimation à chaque fois. Et j'ai été étonné de m'apercevoir qu'il y avait certains effets que moi j'avais mis, que je trouvais extrêmement secondaires, pas du tout importants à mes yeux, mais qui étaient très chers. Très chers. Et je vois ça, je dis mais non, moi ça m'intéresse mieux que celui-là soit vraiment bien, parce qu'il y en avait un qui coinçait pour d'autres raisons, et celui qui était cher, je l'ai pensé différemment, à l'écriture. Et c'était pas moins bien à l'arrivée, au contraire. Donc je pense qu'il faut aussi ne pas oublier, parfois quand ça intéresse le réalisateur, ça les intéresse pas tous, mais quand ça l'intéresse, qui s'en occupe aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme une histoire de balance et d'équilibre. Et sinon, en plus, je pense que l'indicateur Jérôme est intéressant parce que vous êtes habitué à gérer sur les tournages, vous avez 8 semaines de tournage, et vous savez bien que tout ce que vous voulez faire ne rentrera pas. Et donc c'est un instrument de dialogue assez simple. Hein, pour en parler en termes d'efforts. C'est très simple de vous dire, bah, écoutez, pour faire vos effets spéciaux, il faudra qu'il y ait 200 personnes sur le plateau, je dis n'importe quoi, et puis vous aurez que 8 semaines. Et c'est un instrument de dialogue qui est très naturel, en fait. Complètement. Et alors, il y a aussi une chose, tu disais tout à l'heure que Audiard donne les règles du jeu, et je pense que c'est très important aussi, c'est-à-dire, là, pareil, le premier rendez-vous qu'on a fait, moi, ce que j'ai dit, c'est que je ne voulais pas qu'il y ait du temps dévolu aux effets spéciaux en fin de tournage, comme ça arrive parfois. Je voulais faire en sorte qu'on puisse, dans la mesure où cet effet apparaît très très souvent, parfois dans un appartement, parfois dans la rue, parfois en décor naturel, parfois en studio, je voulais pas que tout d'un coup on mette l'effet à part. Et je voulais qu'on fasse en sorte que maintenant, il y a 10 plans par exemple dans la journée, l'effet spécial c'est le 7e plan, et ben grosso modo il faut le tourner en 7e plan. Ça ne veut pas dire tourner dans l'ordre, mais c'est à peu près. Et donc ce qu'on faisait, c'était que à partir du moment où ça c'était la donnée de base, on a tout pensé comme ça. Et donc on s'est dit, l'appartement de Du Tilleul, donc le héros, ça sera en studio, pour qu'on puisse enlever des petits bouts de mur, et on a fait, mon chef décorateur Philippe Boulenoir a fait un système de feuilles qui coulissaient, de façon à pouvoir très rapidement enlever le bout du mur dont on avait besoin, le reconstituer le plus vite possible, sans perdre de temps. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a quasiment pas perdu de temps pour faire les effets spéciaux. Pareil pour la mise en place du laser, parce qu'on avait besoin d'un laser pour donner le point de passage le plus précis possible, pour faciliter ensuite la tâche des gens qui reconstituent le mur derrière. Donc tout ça a été pensé en amont de façon à ne pas perdre de temps, et ça faisait partie de la règle du jeu. Et je trouve que ça c'est très important, parce que sinon il y a tellement moyen de façon de les prendre, les effets spéciaux, pour arriver à un effet pas spécialement différent. On peut avoir des coûts bien plus importants quand on prend la mauvaise méthode en réalité. Et la mauvaise méthode, elle peut être prise, c'est pas forcément la faute de la société d'effets spéciaux, hein. Ça peut être aussi la faute du désir du réalisateur mal interprété, où on va tout d'un coup utiliser une Porsche pour aller à la vitesse d'une 2 chevaux, ou pour employer une image un peu simple. C'est d'ailleurs pour ça que de temps en temps, si la relation se prolonge dans le temps, on améliore la lecture, en fait, on se connaît mieux, c'est plus simple.
Et puis la confiance, pardon, c'est important aussi, parce que quand tu disais tout à l'heure, on ne veut pas faire trop de masterclass, parce qu'on ne veut pas trop donner nos trucs, parce qu'il y a un avantage concurrentiel par rapport à il y a une concurrence quand même, évidemment. Hein. Peut-être que ça peut être amorti, justement, s'il y a une relation au long cours avec un réalisateur ou avec un producteur, parce que là, du coup, on n'a plus peur qu'ils partent ailleurs avec le secret industriel. Donc tout ça, voilà, c'est aussi la limite du tout concurrentiel. Il faut aussi un peu de complicité, quoi. Alors, au-delà effectivement des spécificités de chacune des sociétés et des avantages en termes notamment de R&D, c'était aussi, là je trouve que ça a été évoqué finalement en filigrane, on parle d'organisation de production et de tournage, et notamment de travailler en amont. Quand je discute souvent avec des sociétés d'effets visuels, beaucoup de superviseurs, beaucoup me disent, finalement, des réunions d'équipe où tout le monde est autour de la table, le chef d'éco, l'assistant réal, etc., le réalisateur, le producteur, enfin bref, tout le monde est autour de la table avant le début du tournage, où chacun dit, voilà, on va dépouiller le scénario et on va dire quelle décision on prend pour apporter telle séquence, est-ce qu'on le tourne avec des effets spéciaux plateau, est-ce qu'on mixe telle ou telle chose, décor réel ou décor virtuel. Finalement, ce qui paraît encore une fois assez évident, dans les faits ça se passe assez rarement, à la fois pour les questions souvent parce que la préparation est assez courte aussi, c'est aussi un des problèmes liés derrière ça aux décisions de financement. Enfin, il y a toute une chaîne de conséquences. Est-ce que justement de ce côté-là, finalement, d'avoir ce dialogue en amont, de bien préparer cette collaboration artistique et de la développer, c'est pas une manière finalement, au final, d'économiser de l'argent parce qu'on peut anticiper les problèmes, et deux, que le réalisateur soit plus satisfait. Donc est-ce que justement, Jean-Charles, toi, en tant que coproducteur, tu essayes d'améliorer ça? La réponse est oui. C'est-à-dire que c'est clair qu'effectivement, plus il y a de communication et plus on économise d'argent et plus on optimise le tournage. Donc c'est vrai que nous, sur les films, c'est ce qu'on essaye de faire régulièrement. C'est-à-dire il y a effectivement, bien entendu, une semaine avant le début de tournage, cette grande table ronde dont tu parles, mais on essaye de la faire effectivement le plus en amont possible avec toutes les équipes, entre 6 et 8 semaines. Et puis dans la préparation, avec chaque chef de poste, on essaye, enfin moi en tout cas, ce que j'essaye de faire sur des films compliqués comme ça, c'est d'avoir tout le monde effectivement sur tous les repérages, même avant même les repérages techniques, pour avoir effectivement ce luxe de pouvoir travailler ensemble dès le début. C'est clair que c'est là qu'on va économiser beaucoup d'argent, qu'on va pouvoir planifier, qu'on va pouvoir s'organiser, ça c'est certain. Est-ce que tu utilises justement des outils comme la prévise dans tes productions? Sur celle-là, on l'a pas du tout fait. C'est-à-dire que on avait tellement préparé en amont le film, et on avait effectivement une telle complicité au bout d'un moment avec la société d'effets spéciaux alors d'abord ils nous l'avaient proposé et on avait dit oui, et puis 2 jours avant le début du tournage, quand on a fait les tests, on s'est aperçu que ça coûtait trop de temps à mettre en place, et donc du coup on a décidé de l'abandonner. Et puis en fait, avec les 3 personnes de la société d'effets spéciaux qui étaient sur place pendant tout le tournage, en fait ça a suffi à garantir effectivement l'intégrité de ce qu'on avait préparé par rapport à ce qu'on avait tourné. En plus, on avait des storyboards, on avait des shotlists qui étaient vachement bien faites et vachement claires. Et donc, du coup, effectivement, ça nous a suffi. En ce qui concerne le passe-muraille, on n'avait pas besoin de prévise dans 98% des cas parce qu'on était dans le vrai décor. On n'était jamais sur fond vert. Il y avait des petites bandes vertes, des petits bouts verts par-ci par-là. Excepté 2 fois, il y a un moment où on devait tourner dans un musée. Mais l'idée, c'est que le passe-muraille arrive dans ce musée, il visite et puis il pique un tableau. Et l'idée que j'avais eue, c'était qu'il allait piquer le tableau en faisant rentrer le tableau dans le mur. Donc en fait, il contournait un mur où on voyait une fuite derrière, donc une vraie fuite, et il y avait un tableau, un classique hollandais du XVIe siècle qui est au mur. Et l'idée, c'était qu'une fois que le passe-muraille est passé derrière le mur, ses mains sortent du mur, agrippent le tableau par le cadre et tirent le tableau dans le mur. Et donc le tableau était absorbé par le mur. Donc on a tourné tout ce plan dans le musée, évidemment sans qu'il touche réellement le tableau, et c'est parce qu'il ne peut pas matériellement passer vraiment par le mur, mais il y avait vraiment un mur. Et donc c'est le cas où on a utilisé une mixette, en fait, tout simplement, en studio un peu plus tard, quand on tournait l'appartement, où on a remis la copie du tableau sur un support, et on l'a fait arriver par derrière, et prendre le tableau, et reculer avec le tableau. Et donc là, on s'est servi de cette mixette, en fait, pour cette prévisualisation, pour voir que ça fonctionnait par rapport à la perspective. Et un travail très artisanal avait été fait, de voir exactement quelle était l'angulation de la caméra par rapport au sol, sa hauteur, et pour que ça matche le mieux possible. Voilà. C'est le seul cas de figure. Sinon, c'était sans prévise, parce qu'il n'y en avait pas besoin, en réalité.
et cette expérience de tournage, est-ce que pour tes productions à venir, qui nécessiteront pas forcément autant d'effets visuels, parce que c'était un cas un peu spécifique, est-ce que ça t'amène justement à revoir la manière peut-être dont tu travaillais jusqu'à présent? Moi, à chaque fois que je fais un film, je revois comment je travaillais, parce que il se trouve que moi, j'essaye de faire des films différents vraiment à chaque fois. Et par exemple, après Le Passe-Muraille, on m'a proposé quelque chose qui ressemblait beaucoup, qui était bien financé, qui était un projet international. J'ai dit non. Parce que je viens de le faire, quoi. Donc ça ne veut pas dire que je ne referai pas, mais là j'ai envie, en ce moment je rêve d'un film avec 3 acteurs dans 2 décors, et avec des scènes très très longues. Mais bon, peut-être c'est pas ça que je vais faire, mais j'ai fait même des films sans scénario, presque en impro, avec des équipes de 5-6 personnes. J'adore ça, et puis voilà. On a la chance de faire un métier où on n'est pas obligé de refaire tout le temps la même chose. Il faut vraiment en profiter, quoi. Gilles? Mon point c'était sur la prévise. Parce que je pense que la réalité, c'est qu'on partage à Micros une vision du fait que le tournage a probablement vocation à se fragmenter encore un peu plus. Le principe de la continuité qui était sur tourner des plans et créer les conditions du plan lui-même et par le montage la continuité, finalement, on le voit sur des projets d'ailleurs qui vont être sur les écrans bientôt, pour citer des gens qu'on aime bien. Parce qu'on a les mêmes actionnaires maintenant, qui sont les gens de chez MPC et qui ont fait Jungle Book. Je pense que c'est une nouvelle étape dans la façon de faire les choses. C'est des choses qui ont déjà été faites dans le passé, mais là, on est dans un niveau d'excellence dans le rapport entre les acteurs, les décors en synthèse, les animaux en synthèse. Des choses qui sont d'un niveau extrêmement intéressant parce que c'est tenu du point de vue de l'action, du rapport au personnage. Voilà. Plus on avance et plus on voit aussi que les projets qui ont été faits sur les futurs Star Wars sont dans cette direction-là aussi. Donc il y a une espèce d'explosion. Et dans ce cadre d'explosion de la capture, c'est vrai que la prévise a un rôle à jouer de plus en plus important, quoi. Ça va être un outil comme les autres pour les metteurs en scène et les producteurs pour pouvoir assembler sur le plateau des morceaux un peu éparses et permettre à tout le monde de reconstituer à ce moment-là un bout de continuité qui sera après réassemblé pour le reste. On avait d'ailleurs ce matin une étude de cas des Android Associés, qui est une société spécialisée dans la prévise, mais qui travaille pour l'instant essentiellement sur des productions internationales. Donc on espère effectivement que les producteurs, les réalisateurs pourront utiliser au mieux ces outils. Ce que je propose, c'est peut-être de voir quelques images de Race, le film de Jean-Charles, qui sortira sur les écrans prochainement. Je crois que c'est en février, si j'ai bonne mémoire. Oui, 19 février, c'est ça? Ouais. Voilà. Alors, juste le temps de faire le petit switch. Voilà. Donc, sur l'histoire de Jesse Owens, pardon. Ouais. The American people need champions to remind them what they're capable of. Jesse, you're the best. You're the fastest man on the earth. Who do we have here? I'm Jesse Owens. You're a natural. I don't trust naturals. I will say, you can run. Boy, oh boy, you can jump. What I want to know is, can you win? Let's see what we got here. Problem, Coach? No. You want me to do it again? Yeah. Jesse Owens sets a new world record. You want to win a gold medal? Sure. You want to do it in Berlin? Mr. Owens, how can you justify taking part in Germany when there's so much discrimination here at home? Whoa, 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 whoa. Now, where'd you boys think you're going? Just using the showers. Not until we're through, you're not. Jesse, you have a chance to strike a powerful blow. Under the Hitler regime, we must not go to these Olympic Games to show our solidarity with the oppressed people of Germany. You get a chance to be a part of history and you're gonna walk away from it? I got people looking at me for an example. I don't care about any of that! Yeah, well, you're right, Larry.
You don't have to. People are counting on you. To do what? To get on over there to Berlin and beat those Nazis. You was put here to run. Don't listen to any of them. Out there ain't no black and white. There's only fast and slow. Nothing matters. Not color, not money, not even hate. Running some type of direction, cause the people going nowhere are the ones that are flexing. I'm not trying to be a preacher, I was never a reverend, but I can take your ass to church and show you glimpses of heaven. You better. For those 10 seconds, you are completely free. Now he's just showing off. Juste pour expliquer quand même, effectivement, la relevance par rapport à ce dont on est en train de parler. Donc le film a été tourné en fait entre le Canada et l'Allemagne. Le seul stade qu'on a vraiment utilisé, c'est le stade olympique de Berlin, mais évidemment il était vide. Et les 7 autres stades qui ont été utilisés dans le film, en fait, on a utilisé ce qu'on appelle le snow dump, un snow dump autour de Montréal, qui est l'endroit où ils entassent la neige en hiver, qui était donc une espèce de grand terrain vague sur lequel on a créé une piste d'athlétisme, en fait avec des petits bouts de tribune qui correspondaient à chaque petit bout à l'architecture de chacun des stades qu'on allait utiliser. Et donc on a tout tourné au même endroit pendant 3 semaines, enfin un peu plus, même 3 semaines et demie, en changeant juste en fait les costumes et les props et les set dressing, pour effectivement après ça utiliser les gens des effets spéciaux pour créer les stades et les foules dans les stades. Et donc on avait autour de notre faux stade, on avait 700 points de tracking qui ont permis effectivement de créer l'effet que vous avez là. Vous avez travaillé avec quelle société Donc c'est Vision Globale. Ok, il nous reste 2 minutes, on va prendre une question dans la salle. Voilà, si on a des micros. On dirait qu'on a réussi à endormir tout le monde, non? Bon, bah, pas de questions, donc je vous remercie, hein, merci à vous. Voilà, une conclusion éventuelle? Non, tout est dit. Voilà.